Bonjour tout le monde et merci de votre intérêt pour cette vidéo. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Najib Arbache. Je suis prof de FLE depuis 2003 et j'ai fait une thèse sur la constitution de corpus oraux d'apprenants à l'université Rennes 2 à l'équipe LIDIL où je suis toujours chercheur associé. Et professionnellement, je suis responsable pédagogique chez Frelo depuis 2 ans, une entreprise que je vais vous présenter dans quelques instants. Aujourd'hui, je vais vous parler des usages professionnels de corpus pour la création de contenu pédagogique numérique, au sens où je vais vous présenter nos processus de travail chez Frelo et comment nous consultons les corpus et surtout pourquoi à des fins pédagogiques. Alors Frelo, c'est une entreprise qui a été fondée en 2017 et nous proposons une plateforme d'enseignement-apprentissage pour les enseignants de FLE et leurs apprenants. Je suis, comme je vous le disais, donc chercheur associé à l'IDIL et nous sommes en partenariat avec le DILIS de Rouen qui nous accompagne pour les questions didactiques et le LIRIS de Lyon qui nous accompagne pour la mise en place d'un outil d'apprentissage adaptatif. Concrètement, Frelo, c'est une plateforme web pour l'apprenant où il a accès à des leçons interactives travaillant toutes les compétences de la langue. Ici, vous avez des exemples du niveau A1. L'outil est également accessible sur application mobile. Et puis, il y a une troisième interface, cette fois destinée aux enseignants, qui vont pouvoir créer et gérer leur classe, assigner des devoirs, faire le suivi, apporter les corrections, tout cela en complément du cours en présentiel. Il ne s'agit pas de remplacer, mais de compléter en faisant en sorte que les apprenants utilisent Frelo avant, pendant ou après la classe. Alors, je vous montre rapidement quelques exemples pour que vous compreniez un peu mieux. Et donc, comme je le disais, nous proposons aux apprenants de travailler toutes les compétences de la langue, donc ici de la compréhension écrite, sous forme de texte didactisé et bien entendu autocorrigé. Des compréhensions orales, c'est la même idée que les compréhensions écrites, mais avec des vidéos ou des audios. Des modules pour l'apprentissage du lexique, on y reviendra en détail, ainsi que sur la grammaire. Nous avons aussi des modules donc, de phonétique et des exercices d'expression écrite ou orale. Donc, nous avons les trois niveaux A1, A2 et B1 et nous travaillons sur le programme B2, soit une centaine de leçons où l'apprenant a à disposition à peu près 8000 activités interactives. Et Frelo propose également un programme d'alphabétisation pour l'apprentissage de la lecture, car nous sommes une entreprise à impact et nous travaillons beaucoup avec les associations qui viennent en aide aux exilés, aux réfugiés migrants sur le territoire. De tous ces outils découlent trois usages. Les enseignants vont pouvoir utiliser nos contenus soit avant le présentiel, en classe inversée, pour préparer le terrain à ce qu'ils veulent travailler comme compétences en présentiel, soit en tant que manuel numérique, en présentiel ou en distanciel synchrone, soit en renforcement, remédiation des compétences, donc après les cours. Et bien entendu, ces usages ne sont pas exclusifs les uns des autres, mais combinables entre eux. L'objectif principal reste pour nous de répondre à la problématique de l'hétérogénéité des apprenants, qui se traduit donc par des niveaux différents, évidemment, mais aussi par les objectifs des apprenants, leur façon d'apprendre qui ne sont pas les mêmes. Et l'idée était de proposer des outils qui permettent une mise en place facile d'une pédagogie différenciée. Alors, désolé de cette longue introduction, mais il fallait que nous présentions Frelo pour que le contexte soit clair. Et notre contexte, donc, c'est, puisque nous sommes une méthode numérique, c'est la création de contenu. Et ce contenu, nous le voulons représentatif du français, principalement sur trois aspects. Le lexique que nous voulons enseigner et sa contextualisation, donc en second. Et troisièmement, les structures linguistiques que nous voulons transmettre. Pour identifier ce contenu, que nous voulons donc représentatif, je me répète, nous avons recours à la lexicographie et à la consultation des corpus de français écrits et oraux, mais c'est de l'oral que nous allons discuter principalement aujourd'hui. Avant de vous donner les exemples, je voudrais rapidement revenir sur l'authenticité des données. Donc, sur cette question d'authenticité, il y a un consensus scientifique sur leur apport et donc on ne va pas trop entrer dans les détails. Ça permet d'éviter une représentation utopiste de la langue, de travailler sur les marques de l'oralité comme les amorces, les faux départs, les répétitions, les hésitations, les chevauchements de tours de parole.
mais aussi sur la non-coopérativité de l'acte de communication, donc communication qui n'est pas systématiquement pacifique. Et nous nous retrouvons que rarement de l'impolitesse, des interruptions ou des disputes dans les manuels de langue. Donc, si on ne revient pas sur l'apport de l'authenticité, il faut cependant apporter quelques nuances. Donc, d'abord que la prise en compte de données authentiques reste très majoritairement en faveur de l'écrit et que quand c'est l'oral qui est pris en compte, on peut avoir des données authentiques, mais qui ne sont pas forcément représentatives. Donc, non seulement l'oral est parcellaire, mais ensuite, il y a cet effet d'oralité préconstruite des documents authentiques. Si on prend par exemple un reportage, donc c'est un document authentique au sens où il a été créé par des natifs pour des natifs. Pourtant, c'est de l'écrit oralisé, c'est un script qui est lu, et nous n'y retrouvons quasiment pas les phénomènes qui nous intéressent, que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Et c'est le troisième point qui explique les deux premiers, car c'est effectivement l'accès aux données orales et leur manipulation qui freinent la prise en compte de l'oralité, même si la situation s'est beaucoup améliorée en France depuis 5 ans, donc depuis le projet Orfeo dont on parlera tout à l'heure, mais elle n'est pas encore idéale. Alors, je reviendrai sur les limitations techniques qui, encore une fois, ont beaucoup diminué, mais il faut quand même mentionner aussi une limitation d'ordre idéologique parce que pour beaucoup, l'oral est encore perçu comme une déformation de l'écrit. Et donc, nous allons voir les liens qui existent entre corpus et enseignement des langues, pas en détail bien sûr, mais quelques aspects méthodologiques. Et pour nous remplacer dans le courant, donc, il y a trois grandes tendances entre les corpus et l'enseignement des langues. La première, c'est la constitution et l'analyse de production d'apprenants dans une perspective d'identification des spécificités de leur interlangue. La seconde, c'est depuis les travaux de Jones en 91, c'est le Data Driven Learning, c'est-à-dire l'utilisation de corpus comme outil par les apprenants. Donc, on les place dans une posture d'apprenti linguiste et ils vont observer et analyser les données linguistiques pour tenter de comprendre le fonctionnement de la langue sous tutelle de leur enseignant. Le troisième courant, c'est celui de la linguistique de corpus appliquée à l'enseignement des langues et c'est dans ce courant que nous nous plaçons. Et cette linguistique de corpus appliquée à l'enseignement des langues étrangères, c'est un courant qui est lui aussi très varié. Donc, l'idée, c'est d'exploiter les analyses des corpus pour la création d'outils pour l'apprentissage des langues. Ça va de constitution de listes de vocabulaire essentielles, et vous pouvez voir, donc c'est une idée qui date, puisque ça a commencé avec le Basic English dans les années 30 ou le français fondamental dans les années 50. En 1960, il y a eu le projet SE, Randolph Quirk, qui a constitué un corpus pour la constitution d'une grammaire, une grammaire de l'anglais destinée aux apprenants. Ensuite, dans les années 80, il y a eu le projet CoBuild de Sinclair, qui a donné un dictionnaire entièrement constitué sur la base de l'analyse d'un corpus. Et pas plus particulièrement, donc, c'est la prise en compte des données de corpus pour la création de méthodes d'apprentissage, donc celles que nous allons vous présenter, dont on va discuter. Comme exemple, pour ce faire, je vais vous donner donc un exemple sur le lexique. On va parler du champ lexical des professions et un exemple de grammaire et celui des doubles pronoms. Alors concrètement, chez Frello, quand on doit créer un module de lexique, on se pose trois questions. D'abord, quel lexique enseigner? Et je vous ai mis à dessin une référence assez ancienne, donc l'abbé de l'Épée, qui avait écrit dès 1776 qu'il fallait opérer des choix. Et la référence est ancienne, donc pour souligner que malgré l'ancienneté de ce constat, ce critère est finalement peu pris en compte, comme on va le voir. Ensuite, on se pose la question du nombre d'items à enseigner. Donc, les travaux de Miller ont montré dès 56 que notre mémoire de travail était militée. Alors, lui parle de 7 items plus ou moins 2. Et il y a débat sur la rigueur du chiffre, bien entendu, mais le débat revoit le chiffre à la baisse, pas à la hausse. Et on verra que là aussi, les méthodes sont assez aléatoires et que le nombre d'items présentés au sein d'une séquence pédagogique est bien supérieur au chiffre de 7.
Enfin, on sait que la construction du sens se fait essentiellement en contexte et on sait l'importance des colocations et des colligations et je vous parlerai donc de l'apport des corpus sur ces points. On commence par voir quelques méthodes rapidement sur la question de l'apprentissage du champ lexical des professions. Par rapport à nos 3 questions dans cet exemple de vocabulaire progressif, on peut s'interroger sur la pertinence des termes pilote et instituteur pour un niveau débutant. On voit aussi qu'il y a 26 items sans compter ceux qui marquent le genre féminin, et on est donc très loin du chiffre de Miller. Et on peut voir que la contextualisation est assez artificielle via des énoncés explicatifs qu'on entend, pour ainsi dire, jamais dans la vie quotidienne. Un autre exemple, celui d'Alter Ego, et on voit qu'il y a donc 18 items présentés, ce qui fait beaucoup, et on s'interroge encore une fois sur la pertinence d'opticien ou de couturière. Et il n'y a ici aucune contextualisation, même s'il faut rattacher les termes à des images, ils restent décontextualisés. Toujours des listes de vocabulaire dans Totem, donc pas de contextualisation. Et mon intuition, moi, en tant que prof, me ferait éviter le terme architecte, par exemple, pour du A1. Mais c'est justement l'objectif, c'est d'éviter nos intuitions, on va y venir. En faisant un peu le tour des manuels, j'ai constaté une récurrence, c'est la prédominance du champ lexical artistique quand on évoque les professions. Là, dans Cosmopolite, on a réalisateur, acteur, musicienne. Pareil dans Echo 1, où on retrouve artiste, comédien, chanteuse, musicien, sans contextualisation. Même chose dans saison 1, avec le couturier et la couturière habituelle qui se sont glissés. Et il n'y a qu'un champ lexical strictement artistique dans version originale. Alors, je vois bien la facilité qu'il y a d'un point de vue didactique à provoquer la parole, à créer des activités et à engendrer de l'animation en classe avec ce champ lexical. Mais nous, notre choix est autre et nous avons préféré privilégier l'utilité du lexique que nous allons choisir. Donc, pour répondre à la première question, à savoir quel lexique enseigner, donc on a dressé une première liste d'environ 120 items basée sur les professions représentées. Donc, en fait, cette liste de 120 items, c'est une conjugaison de 3 listes. La première, c'est la liste des professions présentées dans les méthodes. On les a relevées de manière exhaustive. Ensuite, on a consulté les listes de fréquences du français, donc les professions qui étaient les plus courantes dans ces listes de fréquences. Et la liste des métiers qui sont les plus pratiqués en France, pas forcément les plus fréquents à l'oral ou à l'écrit, mais en tout cas les plus pratiqués. Et donc, ça a donné à peu près 120 métiers. Et donc, on s'est rendu sur le projet Orfeo et nous avons consulté une dizaine de corpus oraux. Donc, ces corpus oraux, vous les voyez, vous les avez devant vous en milieu de page à peu près, et ils sont disponibles la liste est disponible en fin de présentation. Il représente un ensemble d'environ 4 millions de mots. Et donc, nous avons vérifié à l'oral ce qui apparaissait le plus fréquemment, et donc nous avons obtenu ce résultat. Et quand on a, par exemple, pour médecin 119, c'est-à-dire 119 occurrences pour 4 millions de mots. Et il faut bien entendu moduler, vérifier si, par exemple, commercial, qui apparaît en 4e position, est utilisé comme métier ou comme adjectif. Vérifier si avocat, qui apparaît en 9e position, s'il s'agit du fruit ou du métier. Et donc, on va élaguer, ajuster, et c'est à partir de ces observations que que nous dressons, une liste d'environ 10 items maximum. Et donc, c'est à partir de cette liste que nous créons notre module de lexique. Ensuite, pour la contextualisation, c'est toujours sur les corpus du projet Orfeo que nous allons vérifier comment est utilisé ce lexique en contexte pour dresser une liste de colocation qui prend en compte le niveau des apprenants. Par exemple, nous n'effectuerons pas les mêmes choix colocatifs s'il s'agit de A1 ou de B2.
Pour la contextualisation, on consulte aussi le corpus 88 000 SMS, donc, dont l'intitulé est clair. Et c'est parce que nous considérons que le SMS est une forme graphique particulièrement représentative de l'oral. Et là, nous pouvons vérifier les colocations relevées sur les corpus du projet Orfeo ou éventuellement en identifier d'autres. Et c'est muni de tout ça, donc du relevé sur les corpus du projet Orfeo et des contextualisations que nous avons identifiées, que nous proposons donc des activités qui traitent un lexique représentatif en contexte, sans charge cognitive pour l'apprenant, et nous évitons donc les listes statiques et la mémorisation pure du vocabulaire, mais en proposant plutôt une méthode active où l'apprenant est responsabilisé. On passe maintenant à l'exemple de grammaire. Donc, l'exemple que j'ai pris est celui des doubles pronoms. C'est une question qui est assez complexe. Donc, j'ai pris l'exemple des doubles pronoms suite à la lecture. Le début de ma réflexion était un article de Bliger et Capot en 2013. Et donc, cette question des doubles pronoms est assez complexe parce qu'elle a beaucoup de ramifications et de détails pour des usages qui restent assez rares. Donc, les auteurs recommandaient en 2013 de ne présenter qu'un nombre limité de combinaisons de la double pronominalisation, les plus usuelles, pour éviter une formalisation statique et au final peu utile. En effet, si on regarde dans les méthodes, on voit que ça donne tout sauf envie et que les apprenants n'y comprennent pas grand-chose. Et quand bien même ils comprennent, ils ont recours, comme les natifs, à des stratégies d'évitement. Donc là, nous avons une formalisation qui se veut exhaustive, mais qui ne l'est pas en réalité parce qu'il y a beaucoup d'autres modalités. Donc on se pose la question de est-ce qu'on formalise tout ou est-ce qu'on ne formalise que l'essentiel? Là, nous sommes dans un entre-deux qui formalise beaucoup, mais sans être exhaustif. Donc la position n'est au final pas très utile. Et donc, ça rajoute de la complexité sans aller jusqu'au bout. Et on voit qu'il n'y a pas de combinaison privilégiée par rapport à d'autres. Elles sont toutes traitées de manière égale. La formalisation est tout aussi complexe dans l'exercice B2 et il n'y a aucune contextualisation. Donc, on présente toutes les combinaisons possibles sans privilégier de combinaison. C'est pareil dans la grammaire progressive du français. Donc, on a toutes les combinaisons, une formalisation qui se veut exhaustive et une contextualisation qui est assez artificielle. Et il en va de même dans Cosmopolite, où on n'a toujours pas de combinaison. On a des exemples, 2-3 exemples à partir desquels on va demander aux apprenants de compléter les règles. Ici, entre nous, donc, la méthode choisie de faire travailler les apprenants sur l'observation et leur demande de travailler eux-mêmes sur la formalisation. Donc, ça peut être sympa, mais on voit que dans les textes, il n'y a quasiment que... Il y a vraiment une combinaison qui est surreprésentée, qui est le leur. Et on va voir tout à l'heure après la consultation des corpus, que typiquement, ce serait une combinaison à éviter. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons consulté encore une fois les corpus oraux à disposition sur Orfeo, toujours la même liste que vous retrouverez en fin de cette présentation. Et l'idée, c'était d'identifier la fréquence de chaque combinaison. Donc là, vous avez toujours la fréquence pour les 4 millions de mots. Je précise que pour les besoins de cette présentation, et parce que nous avons aussi éclaté le module en 2 parties, donc on ne présente pas ici le pronom Y, nous le traitons dans un autre module. Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'il y a 6 combinaisons qui se démarquent par leur fréquence par rapport à d'autres qui sont extrêmement rares à l'oral. Et donc, nous avons fait le choix, dans notre module, de ne travailler que ces 6 combinaisons, qui sont ment, tant, sans, me le, te le et vous en pardon. Pour la contextualisation, nous allons vérifier les co-occurrences et les colligations sur les outils d'Orfeo.
en consultant les mêmes 10 corpus oraux. Cela nous permet d'identifier certaines formes très fréquentes en français parlé, mais extrêmement rares dans les manuels, comme, donc, excusez-moi du langage, mais je m'en fous. Et donc, si on revient à ce qu'on disait en début de présentation sur la question de la non-coopérativité, où dans les manuels, on a souvent une vision utopiste du langage, à la fois formellement et dans la passive. C'est un langage qui est formellement euh, parfait, mais aussi très pacifique. Si on veut s'éloigner un peu de ça, il faut accepter aussi de parler de ce type de formule. Et comme pour les collocations en lexique, nous vérifions aussi les colligations dans le corpus 88 000 SMS, et où nous avons par exemple ici vérifié l'importance de la forme je m'en fous. Et nous mettons donc tout ça en application. Exercice interactif qui vise à la représentation du français du quotidien, sans formalisation. Donc c'est à l'enseignant de choisir s'il veut la faire, quand et comment. Donc la démarche est clairement inductive. Et dans cette question d'inductivité, ça ne veut pas dire donc absence de formalisation, mais c'est pour cela que nous sommes une solution hybride. C'est à l'enseignant d'assumer les choix de modalités et la responsabilité. Et ça permet, puisque nous demandons donc à l'apprenant de construire ses stratégies d'apprentissage, de le responsabiliser et de lui faire gagner en autonomie. En résumé, donc, ce que nous préconisons, c'est, et nous essayons de le faire, pas de manière complètement parfaite, parce que nous sommes c'est un jeune projet, mais nous sommes sur la voie, on l'espère. Donc, nous préconisons la consultation de corpus oraux et écrits, surtout oraux, pour la constitution de manuels, de grammaire ou de dictionnaire. Alors, ce type d'ouvrage n'existe pas en France. Il n'y a aucun manuel, aucune grammaire, aucun dictionnaire entièrement basé sur l'analyse de corpus destiné à des apprenants de FLE, alors que ce type d'ouvrage existe depuis au moins 40 ans à l'étranger, notamment en Angleterre. Et ces recommandations ne sont pas uniquement destinées aux professionnels de l'édition. Nous recommandons aussi cette linguistique de corpus appliquée aux langues en classe de langue, c'est-à-dire directement exploiter, que les corpus soient directement exploités par les enseignants de langue pour la construction de leurs cours. Alors, avec le projet Orfeo et la centralisation des corpus, l'accès aux données est depuis 5 ans beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. Pour autant, et pour parler d'obstacles, alors cet accès n'est pas totalement intuitif. J'ai voulu vérifier certaines combinaisons complexes dans les corpus et je n'ai pas su le faire, tellement la syntaxe de la commande était complexe et compliquée. Euh, Quand je vous dis complexe et compliqué, c'était vraiment comme si j'écrivais du code et j'en suis arrivé à 2 pages pour lancer une commande, et qui n'a finalement pas marché. Par ailleurs, il faut aussi prévoir la formation des enseignants et des concepteurs à la linguistique de corpus. Alors, ce que c'est que la linguistique de corpus, ses usages, ses applications et ses possibilités, parce que, en effet, le corpus et sa linguistique, ça reste des notions floues, pour ne pas dire inconnues dans le monde professionnel du FLE en France en tout cas. Enfin, je précise que nous n'avons consulté les corpus que nous avons présentés que pour nous faire une idée du langage, mais nous n'avons pas le droit d'utiliser ces données parce que nous commercialisons donc notre méthode et nous sommes donc limités par cet aspect. Et c'est par des partenariats entre les éditeurs et la recherche que sont nés les premiers ouvrages pour l'enseignement des langues dont je vous parlais en Angleterre tout à l'heure, il y a une 50aine d'années, et donc les collaborations entre le public et le privé en France pourraient être, à mon sens, élargies. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on échange sur tel ou tel sujet, je suis présent et j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous.